Yangu Yakwama, membre de Filimbi et porte-parole de l'organisation. Bonjour, je suis Franck Otété, je suis membre de Filimbi et je m'occupe de stratégie et communication. Bonjour, Floribert Antouni, membre de Filimbi également. Je m'occupe de la coordination du groupe. Filimbi, ça veut dire coup de sifflet en Swahili, l'une des 4 langues nationales du Congo. Il y a Lingala, Swahili, Chiluba et le Kikongo. Donc en Swahili, Filimbi veut dire coup de sifflet. Coup de sifflet parce que quand en anglais, on dit, je vais passer par l'anglais pour traduire un peu, pour donner une notion équivalente. En anglais, on dit un whistleblower. En français, ils ont traduit ça par lanceur d'alerte. C'est-à-dire quand quelque chose ne va pas, il y a quelqu'un qui siffle. Donc nous, il nous a semblé que c'était une très belle notion de dire, voilà, quand quelque chose ne va pas, on siffle pour dire il y a un problème. Dans les quartiers aussi et dans les villages, vous savez que le Congo est un des pays où on a connu beaucoup de viols, de violences, tout ça. Dans les quartiers, dans les villes, on connaît toujours le problème des Kuluna et autres. Donc quand il y a de l'insécurité dans un quartier, des gens s'organisent en veille, font des tours de garde, tout ça. Et quand il y a un problème, quand il y a une agression, hop, on siffle pour dire voilà, il y a quelque chose qui se passe ici, venez, il faut que toute la communauté, tout le quartier, toute la rue, toute la commune se mobilise. Donc il y a toute cette symbolique là derrière. Et puis il y a aussi le fait que dans les sports, il y a un arbitre qui regarde le jeu, il y a des règles qui sont connues de tous, que tout le monde doit appliquer. Et il y a un arbitre qui regarde, il laisse les gens jouer et il regarde comment les gens observent les règles. Et s'il y a quelqu'un qui n'observe pas les règles, qui commet une faute, l'arbitre siffle. Donc tout ça, c'est Filimbi. Au final, tout ce qu'on a pu donner comme signification, et en anglais, et en sport, et en ceci, au final, c'est des Congolais qui se mettent ensemble et qui disent ce qui est important pour nous, on va le dire, et on va veiller à ce que ce soit mis en place. C'est une très bonne question. Filimbi est né, on va dire, a eu deux grandes phases aujourd'hui. La première phase de Filimbi d'abord c'est un collectif. On ne l'a pas dit, c'est un collectif d'associations, d'individus et de toute personne qui partagent justement cette vision d'engagement citoyen des jeunes Congolais pour que les choses aillent de l'avant. Voilà la base même de Filimbi. Alors Filimbi a eu 2 phases. Au départ, ce sont des associations qui fonctionnaient de manière indépendante, qui étaient interconnectées mais qui fonctionnaient de manière indépendante. Vous avez une association comme Jeunesse pour une nouvelle société de Ben Kabamba qui avait pour mission de travailler sur, on va dire, la base. Donc depuis 2 à 3 ans, Ben et l'organisation Jeunesse pour une nouvelle société a fait un grand travail de base dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. L'idée étant de rencontrer les jeunes, de créer un réseau, de commencer à conscientiser les jeunes sur ce concept de Filimbi, d'engagement citoyen finalement. Donc ça, c'était la première phase. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, effectivement, ont l'impression que Filimbi est sorti de nulle part, mais ça fait 2 à 3 ans, c'est pas 3 ans, plus de 3 ans aujourd'hui, qu'il y a un travail de base qui se fait. Ça s'est fait à l'Équateur, ça s'est fait au Nord Kivu, ça s'est fait dans plusieurs provinces. Une fois que ce travail a pris fin, au courant de l'année dernière, nous sommes maintenant passés à la phase suivante, c'est de dire, mettons-nous maintenant ensemble pour évoluer ensemble sous une même vision, sur des mêmes objectifs, bien que chaque structure, chaque personne pourrait garder une certaine indépendance en tant qu'organisation. Et c'est comme ça que maintenant Filimbi, la nouvelle en tant que collectif, est née depuis l'année dernière. On a commencé ce travail de conceptualisation maintenant du collectif. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a échangé énormément depuis 2 ans également avec nos amis de Y'en a marre du Sénégal. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut préciser. C'est pas une rencontre par hasard il y a 3 mois. Nos amis, ça fait 2 ans aujourd'hui que nous échangeons sur le concept, que nous avons voulu comprendre leur mode de fonctionnement. Nous avons voulu comprendre le fond finalement de ces mouvements, en dehors simplement des actions que nous avons vues avec le départ des 2 présidents. Donc ce travail se fait depuis 2 ans et le résultat finalement,
Le lancement officiel, c'est les événements des 14 et 15 mars, qui avaient pour but maintenant de rassembler les 3 principales organisations qui travaillaient sur ce projet. Vous avez Jeunesse pour une nouvelle société, Forum national de la jeunesse pour l'excellence et Lucha qui était à Goma. On a tenu absolument à inclure, à travailler, à évoluer avec une organisation, avec des organisations qui n'étaient pas à Kinshasa, pour éviter de donner justement cette connotation de mouvement centralisé à Kinshasa, la capitale. Et donc c'est comme ça que dans nos échanges, dans notre réseautage, on est rentré en contact avec Lucha depuis plus d'une année maintenant. On a commencé à échanger et nous nous sommes accordés finalement sur le mouvement. C'est le mouvement qui officiellement est né en fait les 14 et 15 mars dernier, malheureusement dans les conditions déplorables que vous connaissez. Vraiment une question intéressante et je crois qu'il va aussi intéresser les jeunes qui vont nous suivre pour comprendre un peu le pragmatisme de ce genre de mouvement. En fait, mon arrivée à Filimbi a été le côté vraiment pragmatique, le côté concret de l'action qu'on peut avoir à mener dans la communauté avec ce genre de mouvement de Filimbi. Moi, je suis cadre d'entreprise, je suis médecin à la base et je travaille dans une société multinationale de nutrition. Et écoute, ce genre d'occupation vous amène dans des cadres de discussion où vous allez rencontrer des ONG, vous rencontrez des autres cadres d'entreprise. Et un bon jour, je rencontre un cadre d'entreprise qui voit mon niveau d'intervention en matière de la jeunesse, nutrition de la jeunesse. Aujourd'hui, le Congo est confronté à la malnutrition chronique qui fait plus de 43% chez les enfants. Et on discute de carences en micronutriments, tout ça. Et le monsieur voit que je tenais un discours vraiment très important et qui touche vraiment aux problèmes pertinents que la population rencontre aujourd'hui. Alors le monsieur me parle, il me dit, mais écoute, nous faisons une réflexion de ce genre, mais nous le faisons sur un autre cadre, dans des discussions citoyennes, dans le cadre de l'engagement citoyen. Nous pensons que notre raisonnement peut aussi rencontrer le vôtre, que c'est presque le même combat, mais nous sommes sur une interface différente. Je dis, tiens, ça m'intéresse, et il m'invite voir d'autres amis, et je me retrouve dans une réunion de cadres de Filimbi. Et voilà, ils expliquent un peu la chose, ils disent voilà, aujourd'hui les problèmes que nous avons avec les jeunes est de 3 ordres. Les jeunes doivent comprendre ce qu'ils sont, prendre conscience de leurs droits et leurs devoirs. Les jeunes aujourd'hui doivent comprendre que ces droits et devoirs leur sont garantis, mais il y a des niveaux d'exercice de pouvoir où se redistribuent un peu ces éléments-là. Ils doivent les comprendre. Et troisièmement, quand ils les ont compris, ils doivent être capables de pouvoir influencer ces différents niveaux pour leur exiger de rendre compte de tout ce qu'ils font pour rendre leur travail dans le meilleur de la population. C'est-à-dire la population doit trouver son bien, son intérêt dans ce que ses dirigeants sont en train de faire. J'ai trouvé ce raisonnement vraiment extraordinaire. Et depuis ce jour-là, je te dis, moi je suis un cadre qui travaille, qui reste au bureau très longtemps. Et malgré que je peux terminer mon travail à 20h, 18h30, 19h, après, s'il y a une réunion de Filimbi, je viens et je participe à cette réunion. Je me suis fait membre, je me suis fait cadre dans le mouvement et j'ai commencé à m'engager avec les autres amis. Et voilà pour mon arrivée à Filimbi. Et juste en parenthèse rapidement, toi le médecin, tu n'as pas eu peur de perdre ton boulot en allant t'engager dans ce genre de choses, sachant le pays dans lequel tu vis? Pas du tout, je sais très bien le pays dans lequel je vis et je connais les lois de ce pays, je connais la loi fondamentale de ce pays. Je sais que cette loi fondamentale me donne droit d'expression, droit de manifestation et donc pour moi, je me disais tiens, voilà une opportunité pour moi où je vais porter plus loin ce combat que je vois parce qu'en tant que médecin, je suis conscient de jusqu'où la malnutrition peut compromettre le potentiel des jeunes. Imaginez, de 0 à 5 ans, on a la malnutrition en RDC jusqu'à 43%. Ça signifie tout simplement que presque un enfant sur 2 sera malnutri chronique. Ça compromet son potentiel. Cet enfant sera battu chaque fois à l'école par son enseignant parce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Mais non, son potentiel n'a pas été bien exploité. Alors, lorsque sur le versant de l'entreprise, j'essaie de me battre, sur le versant de la santé, je me bats contre ça. Les statistiques de 43% dont je vous parle, de malnutrition chronique, ont perduré des décennies. Aujourd'hui, il n'y a personne en République démocratique du Congo qui a pu changer ces statistiques. Alors, lorsqu'on réfléchit bien, on se dit non,
il y a un problème aussi de la gestion de la cité. Il y a un problème de comment est-ce que nous gérons les ressources que nous avons. Nous avons des gens qui sont responsables, qui doivent prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin de comprendre qu'ils doivent exiger à ces personnes de prendre les bonnes décisions, de faire les bonnes choses, qui doivent changer cela. Parce que sinon, vous allez compromettre tout un potentiel d'une génération. Et aujourd'hui, si nous le portons à l'échelle de la RDC, c'est pourquoi nous avons parlé de collectif qui a une envergure nationale. Ce sont des choses qui doivent se regarder à l'étendue nationale, mais plus loin. Ce sont des choses qui doivent être regardées à l'étendue du continent africain. Moi, je suis un passionné du Congo, du militantisme. On parlait très rapidement, on parlait de panafricanisme, tout ça. Le grand-père, mon grand-père maternel, le père de ma mère dont je porte le nom, a participé à la réunion au congrès des panafricanistes à Accra. Il était délégué par l'ABACO, l'Alliance des Bas-Congo, c'était un des cadres fondateurs. Donc pour moi, en fait, individuellement, c'est quelque chose... Nom, rapidement. Georges Mantsianga. Georges Mantsianga Fundu Miango. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà dans l'ADN quasiment. Et donc voilà, depuis mon plus jeune âge, passionné par le Congo, passionné par le fait qu'il y a plein de choses qui ne vont pas bien dans ce pays, pourquoi ça ne va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quelque chose qui m'a toujours posé problème. Après avoir terminé mon cursus en Europe, je suis rentré au Congo et bien entendu, cette question-là restait. Et la difficulté pour moi, c'était de trouver le bon cadre. Je me suis lancé en politique, je me suis battu avec d'autres et j'ai trouvé que finalement, il n'y avait pas moyen de bien s'exprimer, de bien s'organiser, surtout d'arriver à être en contact avec les gens et d'arriver à avoir une certaine crédibilité auprès des gens pour pouvoir entamer la discussion avec eux et pour pouvoir agir avec eux. Après ça, pas après ça, un peu en même temps, la politique me décevant de plus en plus, je me suis dit bon, regardons la société civile. Parce que bon, nous finalement, on est dans l'entreprise, parce que par ailleurs je suis entrepreneur, on est dans l'entreprise, on est engagé en politique, mais les gens qui sont vraiment à fond dedans, c'est les gens de la société civile, eux sont des purs et durs. J'ai été dans la société civile et c'est comme ça que j'ai rencontré certains parce qu'on s'est préoccupé des problématiques de jeunesse. À partir de 2010 à peu près, se préoccuper des problématiques de jeunesse, travailler à la mise en place d'une table ronde de la jeunesse pour réfléchir. La démarche est donc, et depuis longtemps celle-là, pour réfléchir ensemble sur les problématiques du Congo, sur les propositions que les jeunes avaient à faire, parce que la question va au-delà des individus, de ceux qui sont responsables ou quoi. La question, c'est d'abord qu'est-ce qu'on pense qui est nécessaire pour le pays, et de telle sorte qu'on puisse suivre quelle que soit la personne qui a le pouvoir. Et veiller à ce que cette personne-là, gentille ou pas gentille, intelligent ou pas intelligent, fasse son travail. On s'est lancé là-dedans en 2010 et malheureusement, là aussi, ça n'a pas été aussi bien que ce qu'on espérait. Ensuite est venue la période électorale où là encore, on a un peu perdu, il me semble, de vue l'essentiel, c'est-à-dire les questions de suivi du vote, les questions des observateurs, de manière à s'assurer que notre vote soit respecté et qu'on s'est un peu trop perdu, me semble-t-il, dans les questions de personnalisation et dans les questions très politiques, politiciennes, très partisanes. Donc c'est tout ça qui fait en fait mon adhésion à Filimbi. C'était l'idée de dire on ne peut pas continuer à utiliser les mêmes recettes. Qu'il s'agisse de politique, qu'il s'agisse de société civile, on ne peut pas continuer à fonctionner de la même façon que nous, Congolais et avant ça Zaïrois, avons toujours fonctionné. Il faut que nous inventions des nouvelles manières d'être, des nouvelles manières de nous réunir, des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières d'aller vers la population, des nouvelles manières de fonctionner. Et c'est comme ça qu'avec d'autres, on a commencé à réfléchir, à se disputer, on avait des longs débats, on s'insultait, tout ça, pour arriver petit à petit à définir cette histoire-là de Filimbi. Et c'est pas quelque chose, c'est pas qu'un moment comme ça, hop, la pensée est sortie. Non, il y a eu beaucoup de discussions, de débats, d'échanges. Tu as raison, tu as tort. On allait voir ailleurs, des choses se passaient ailleurs. On a regardé ce qui se passait dans les pays de l'Est, dans les pays baltes, dans les pays des Balkans. On a regardé ce qui se passait avec les révolutions orange. On s'est inspiré de tout ça. On a toutes ces idées, on les a mises dans nos têtes. Elles ont percolé tout doucement jusqu'à ce que ça commence à produire quelque chose. C'est pour ça qu'on entend, on aura l'occasion d'en parler, que oui, on est manipulé, que ceci, que cela. Si vous saviez depuis combien de temps on a engagé dans cette démarche, si vous saviez le nombre d'heures de réunions, de discussions, le nombre de documents, de papiers. D'ailleurs, on a ce problème aujourd'hui. Comme on est la génération numérique, on a mis beaucoup de choses sur ordinateur.
Donc aujourd'hui, l'Agence nationale de renseignement a certaines de nos réflexions qui n'étaient peut-être même pas encore abouties et vont en tirer profit pour nous caractériser comme ceci, comme cela. Donc tout ce travail-là de réflexion et ainsi de suite, c'est ça qui a amené à ce qu'on dise à un moment, on va faire une nouvelle manière, on va adopter une nouvelle démarche et c'est ce que Floribert présentait tout à l'heure comme étant un petit peu comme les amis, on va dire l'amour du pays. L'amour du pays qui m'a été légué d'abord dans le cadre familial par les parents. Le pays a toujours eu une priorité dans le cadre familial. Deuxièmement, il y a peut-être également mes origines. Je suis originaire d'un territoire, l'un des territoires les plus révolutionnaires reconnus comme tel, le territoire de Fizi, où justement l'amour du pays est très fort. L'amour du pays est très fort, l'indépendance du pays, l'intégrité du pays fait partie vraiment des valeurs très fortes du territoire. Donc j'ai grandi un petit peu là-dedans. C'est une première chose pour vous montrer un petit exemple. Je termine mes études et 3 semaines après, je prends un avion pour rentrer à Kinshasa. C'est simplement pour vous montrer à quel point le pays était pour moi une priorité. Maintenant, comment on en arrive à Filimbi? Personnellement, un peu comme Franck, je suis banquier depuis plus de 8 ans. Donc ma profession aujourd'hui, jusqu'à il y a 2 jours, était cadre dans l'une des banques, des principales banques congolaises. Mais dès mon retour en fait au Congo, en voyant la situation un petit peu dramatique que vit mon pays depuis plusieurs décennies, ma question était de savoir comment faire pour influencer pour que cette situation change. C'était la véritable question. Le premier réflexe a été, est-il possible d'influencer au niveau politique? Très rapidement, en regardant, en voyant l'environnement politique, la conclusion a été non. Mais la conclusion a été non après une réflexion menée avec les amis. Parce qu'en définitive, on s'est rendu compte que les politiques ne sont là que pour exécuter normalement ce que la majorité de la population leur demande d'exécuter, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui au Congo. Et donc nous avons analysé, nous nous sommes dit non, il faut plutôt agir d'abord sur cette majorité pour que cette majorité acquiert les capacités d'influencer sur les politiques qui ne sont là que pour exécuter. Et c'est dans cette démarche que nous sommes entrés. Toute société a donc des citoyens qui agissent, et puis il y a des politiques qui exécutent, et il y a d'autres qui réfléchissent, et ainsi de suite. Et il y a des hommes d'affaires ou un milieu économique qui travaille. Donc c'est ça la société, mais le point décisionnel vient des citoyens et donc de la majorité des citoyens. Voilà comment on en arrive à Filimbi, voilà comment on arrive à bâtir Filimbi pour que la population et les citoyens puissent avoir cette capacité. C'est peut-être un gros mot idéologie, mais nous, la première chose auquel nous croyons, c'est en l'homme congolais. C'est vraiment ça notre croyance. Nous croyons que le Congolais est capable de construire son concept, de bâtir un concept, de se bâtir une vision, de bâtir son futur, et c'est sur cette base-là que nous partons. On l'a vu, malheureusement ça a été interrompu. Nous avons aujourd'hui des gens, vous l'avez dit, Lumumba et d'autres qui se sont battus justement pour que le Congolais puisse développer ses propres capacités, son propre modèle. Je pense que c'est la base finalement de notre combat, c'est de dire croyons en l'homme congolais pour que le Congolais, lui maintenant, bâtisse et crée le meilleur schéma, la meilleure formule, le meilleur environnement pour son développement. Ça c'est très important, et que pas simplement qu'on nous emmène un développement extérieur, mais que ça vient sur un développement intrinsèque. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer les citoyens pour que les citoyens puissent participer à ce développement et qu'ensuite maintenant nous puissions entrer en partenariat avec le reste du monde. Je pense que c'est la base, c'est un petit peu la base de notre combat. Et sur ce point-là, deuxième élément, c'est le pragmatisme. On a eu ce débat-là à plusieurs reprises au sein de Filimbi. Il y a des gens qui venaient, qui nous disaient oui, il faut être de gauche, il faut être de droite. Nous, on a toujours refusé ça. Nous, on a dit on est du Congo. Ah oui, il faut être lumumbiste, ah oui, il faut être abakiste. Parce que moi, par exemple, il disait il est de l'Est du pays, moi je suis de l'Ouest du pays. Je suis Mukongo, de tradition abakiste, fédéraliste. D'autres vont dire ils sont unionistes. Abakiste, précisez pour abakiste, c'est donc les membres, les partisans de l'Abako, Alliance des Bakongo. C'est pour dire qu'en termes d'influence idéologique, historique, culturelle, elles sont diverses. Nous sommes le Congo dans toute sa diversité. On a toujours veillé à ça.
Il y a des gens de l'Est, il y a des gens de l'Ouest, il y a des gens du Centre, il y a des gens du Nord, il y a des gens du Sud. On a toujours veillé à être le Congo dans toute sa diversité. Il y en a qui sont dans l'entreprise, il y en a qui sont dans les services de l'État, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, il y a des étudiants, il y a de tout. Ce que nous avons toujours dit, comme il a dit, 1, croire en l'homme congolais. 2, croire qu'en tant que Congolais, nous avons les capacités de réfléchir, de penser notre avenir et de travailler à ce que cet avenir arrive. Et l'élément que je veux ajouter, c'est celui-là, c'est de dire pragmatisme. Tu viens de quelque part, qui tu es, c'est pas un problème. Tu es Congolais. Mettons-nous ensemble. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce bus fonctionne? Ah, je suis de gauche, de droite. Oui, c'est bien. Mais on fait comment pour que la bielle là fonctionne? Tu as une idée là-dessus? Tu es de gauche? Ce n'est pas grave. Mets-toi sous le capot. Moi, je ne connais rien au bielle. Mais quand tu auras fini la bielle, moi, je sais comment on peut démarrer. Et puis lui, il est très fort en GPS. Lui, il saura comment nous amener à tel endroit. C'est comme ça qu'on fonctionne. On refuse ces étiquettes, on refuse ces labels. Nous voulons être pragmatiques et avancer. La situation politique au Congo, c'est une situation qui... La situation politique au Congo nous laisse aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes. C'est une situation où le régime en place a tourné à vouloir être le seul à pouvoir avoir un mot à dire, se considérer comme celui qui a le dernier mot, celui qui a la réalité que tout le monde autre ne peut pas avoir. Le régime en place aujourd'hui définit la situation de la République démocratique du Congo de la manière où il est le seul à le comprendre, de la manière qui diverge de toutes les autres analyses. Par exemple, ce que je disais aujourd'hui sur la malnutrition chronique, ainsi de suite, vous n'entendrez pas ce discours aujourd'hui en RDC. On vous parlera aujourd'hui de la croissance au niveau macroéconomique, on vous parlera de toutes les bonnes images, on a fait une bonne croissance, on a 8,2, ainsi de suite. La redistribution de cette croissance-là sur le panier de la ménagère, sur le commun du Congolais, on ne le voit pas. Et en plus de ça, aujourd'hui, le régime en RDC refuse de pouvoir donner parole aux Congolais, aux jeunes, aux citoyens. Les gens ne peuvent pas prendre parole. Vous avez l'exemple de ce qui s'est passé avec Filimbi. On organise une conférence de presse et voilà, on finit par être arrêtés. Non seulement nous des Filimbi, les journalistes, les partenaires, les diplomates qui interviennent d'ailleurs dans la démocratie et la bonne gouvernance, qui ont été arrêtés tout simplement parce que les jeunes ont voulu s'exprimer. Donc, notre analyse de la situation politique en République démocratique du Congo, c'est vraiment une désolation. Elle laisse vraiment à désirer. C'est un contexte où on ne veut pas que les gens s'expriment et que ce soit au niveau de la majorité et au niveau de l'opposition aussi, parce qu'on pouvait se dire ok, on est de la population, on a peut-être une opposition qui est bien en train de faire son travail, on allait bien converger, faire la synergie en tant que société civile avec cette opposition. On ne se retrouve pas aussi là-dedans parce que parfois une opposition partisane ou parfois opportuniste qui n'arrive pas à faire ce que le peuple est en train d'entendre. Voilà notre analyse pour ce qui est de la situation. Justement, restons un peu là-dessus, j'aimerais faire un peu l'avocat du diable, parce que est-ce que c'est pas aussi une façon de personnaliser les problèmes politiques du Congo en mettant tout sur le régime actuel, d'autant plus qu'on sait que ce régime hérite du régime précédent, du régime encore précédent. Est-ce que le problème c'est le régime actuel? Est-ce que c'est pas un système qui fait que, c'est une question que je balance comme ça, qui fait que les héritiers de ce système ne sont pas forcément au pouvoir, on les retrouve peut-être aussi à l'opposition? Qu'est-ce que vous pensez de ma question? Pour répondre très brièvement, je pense que tu as un petit peu répondu. Le problème est un problème, le système est un problème, on peut dire systémique. C'est un système qui dure depuis plusieurs décennies et en fait qui ne fait que se régénérer. Ce ne sont que les individus qui changent à certains moments, d'autres cèdent la place à de nouveaux entrants, d'autres reviennent à des moments différents. Mais en réalité, en définitive, le système, le fonctionnement, la base et le fond du système reste le même, un système, excusez-moi, mais prédateur. Prédateur. Donc aujourd'hui, finalement, le Congo, le débat n'est pas opposition ou majorité, le débat est comment faire pour mettre un terme à ce système prédateur, pour arriver à un système qui va permettre le développement du Congo, qui va permettre d'améliorer la situation de la majorité des Congolais. Et ce débat-là, malheureusement, nous ne le retrouvons pas dans l'espace politique congolais. Ce sont des débats purement politiques et individualisés, mais en définitive, le même système depuis plusieurs décennies. Dans cet ordre d'idées, vous remarquerez, enfin je ne sais pas, les gens n'ont peut-être pas eu l'occasion de beaucoup suivre les interventions de Filimbi. Et nous, on n'a jamais parlé d'individus.
On est justement par rapport à ce qu'on pose comme diagnostic de problème systémique, excusez-moi, je vais employer des termes abstraits et conceptuels, par rapport à ce problème systémique, nous voulons changer de paradigme. C'est-à-dire que lorsqu'on aborde les problèmes du Congo, on dit souvent oui, les dirigeants, le président n'est pas gentil, et il a mauvais cœur, si ce n'est pas le chef, ce sont ses conseillers qui sont mauvais. Nous, ce qu'on dit, c'est que peu importe le chef, peu importe qu'il ait bon cœur ou mauvais cœur, ce qui est important d'abord, c'est ce que Floribert a expliqué tout à l'heure, et c'est sur quoi on veut revenir encore, c'est qu'au final, tout le monde comprenne que le vrai chef, c'est le citoyen, que le responsable public, qu'il soit ministre, député, président, premier ministre, maire, quel que soit son niveau de responsabilité, c'est un employé du citoyen. Donc c'est pour ça que nous, à la rigueur, on ne s'est jamais adressé aux politiques ou à l'échelon supérieur. Nous, notre souci, c'était parler aux citoyens, parler aux Congolais, pour lui dire, et c'est comme ça qu'on a été dans les quartiers populaires, et c'est comme ça qu'on a été près de la population, pour dire, nous avons ce pouvoir-là. Maintenant, il faut que nous sachions, on en fait quoi? Il faut que nous sachions qu'est-ce que nous voulons. Pour ne pas être comme eux, qui se contentent simplement d'avoir le pouvoir sans savoir ce qu'ils veulent en faire. Réfléchissons sur ce que nous voulons que demain soit. Et à ce moment-là, on engagera, parce qu'il s'agit bien de ça, on engagera qui nous estimons le mieux à même d'accomplir la tâche. Et si c'est un autre qui arrive, parce qu'on entend beaucoup ces théories conspirationnistes, on va nous imposer, qu'ils essayent de nous imposer. Celui qui va arriver, il trouvera des citoyens debout. Il trouvera des citoyens debout. Notre richesse attire le malheur, c'est ce qui se dit. Et justement, les gens qui le disent à base de l'analyse qu'ils font aujourd'hui de la République démocratique du Congo, où jusqu'ici, justement, nous n'avons pas pu prendre à profit cette richesse énorme, c'est-à-dire le système, comme nous venons de dire ici, les différents systèmes qui se sont succédés, les dirigeants n'ont pas pu mettre à profit ces richesses de la République pour pouvoir les mettre au profit de la population et pour pouvoir aussi inscrire un cadre conceptuel bien intégré, bien structuré, de comment est-ce que le Congo va finalement interagir avec toute la communauté internationale. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, on n'est même plus dans un monde bipolaire où on était dans des poids différents, on est dans un monde où il y a le capitalisme qui règne, on est dans la mondialisation, il y a le besoin des matières premières. Aujourd'hui, il y a l'économie du marché. Vous n'allez pas aujourd'hui dire voilà les richesses du Congo, c'est pour le Congo ou les richesses du Congo. Il ne suffit pas de tenir ce genre de discours-là, mais d'être un bon manager aujourd'hui à la tête de la République, un bon leader, un bon dirigeant, une bonne équipe qui arrive à inscrire les richesses du Congo dans un programme. C'est ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Lorsqu'on a, comme disait mon collègue Yangou, on a le pouvoir mais on ne sait pas quoi en faire. Nous savons que gouverner c'est prévoir. Qu'est-ce que les gouvernants prévoient? Comment ils inscrivent la gestion de ce scandale géologique qu'est ce pays? Comment ils planifient justement le rôle de leader, le rôle de géant au cœur de l'Afrique que la République démocratique du Congo doit avoir aujourd'hui? C'est ça la question. Je vais peut-être passer à mon collègue qui va ajouter. Il a dit ça très bien. Je veux juste imager un petit peu et simplifier les choses. C'est comme dans une famille où vous avez 5 belles jeunes filles qui naissent dans une même famille. C'est très simple. Si les parents ne sont pas capables d'éduquer leurs filles, de les mettre dans des dispositions qui font que des hommes sérieux vont venir demander leurs mains pour les épouser, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir, excusez-moi, des prostituées. Tout le monde va venir et tous les jeunes du quartier vont passer autour, et permettez-moi le terme, autour de ces demoiselles. C'est exactement ce qui se passe avec le Congo. Donc il est trop facile de dire simplement que les richesses du Congo sont pillées, mais tant et aussi longtemps que les parents n'ont pas mis l'environnement nécessaire pour que ces richesses ne soient pas pillées, mais ne nous étonnez pas qu'elles soient pillées, puisque les autres n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Les jeunes garçons qui viennent chercher les filles ont un intérêt bien différent des intérêts de la famille. Non mais n'importe quel jeune homme rentre à n'importe quelle heure, il arrive, il s'assoit au salon, le papa ne dit rien, la fille elle se lève le matin, elle sort, elle rentre le lendemain ou le surlendemain, le papa ne dit rien, et vous dites oui mais les garçons du quartier sont pas gentils, mais d'accord, mais ce sont tes filles. Commence par éduquer tes filles. Les garçons du quartier ne sont pas gentils, ça c'est vrai. Éduque tes filles.